Allô, allô. Bonjour Yarish. Oh Yarish, bonjour. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, professeur Yarish. Bonjour, le professeur Alouda et son équipe. Bienvenue à Andana. Bienvenue à Andana, on a bienvenue à Andana. Alors, Ravi d'être là. est-ce que l'image elle est bien, le son il est bien? Oui, il est bien. Oui, il est bien le son. Le son, il est bien, professeur Yarish. On est heureux d'être avec vous. Merci, merci Alouda. Donc, aujourd'hui, on va faire cette séance de vidéoconférence entre deux services, l'un de service du CHU Parnay et le service de réanimation de Bebloued. Alors peut-être, professeur Alouda, on va essayer de notre côté vous présenter des cas cliniques qu'on a eu de ce mois-là, mois d'août et mois de septembre. C'est des femmes enceintes qui sont venues avec des problèmes neurologiques. Comme Alouda, bien sûr, je pense que vous êtes experte en matière de grossesse et problèmes neurologiques. Donc, on aimerait bien en profiter avec toi. Donc, il y aura des résidents qui vont vous présenter. Je pense qu'on a 3 ou 4 ou 5 ou 6 cas cliniques. On sera bref et on fera la discussion ensemble avec toute l'équipe. Il y aura des questions qui vont poser nos résidents et vos résidents aussi. Très bien. Caméra, Merci, donc, Alouda, donc on ne te voit pas, Alouda. Hein? Non, on ne te voit pas. Voilà, on te voit bien. Maintenant, on te voit. Donc, maintenant, on te voit. Et vous voyez la salle alors? La salle, on la voit, oui. Il y a des rideaux rouges, bien sûr. Voilà. Donc ça va. Et on voit l'assistante pratiquement. Je vois que je salue à côté de toi le docteur. Il y a Bonheur, voilà, je le salue. C'est un ami que connaît de longue date. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, est-ce que tu peux, Alouda, tu peux parler quelque chose ou là on commence comme tu veux? Eh bien, Yaïch, on est ravis que tu nous associes à ton projet. Et j'espère que c'est un projet. Il est là. C'est un projet qui va. Tu m'entends, Yaïch? Oui, bien sûr. Très bien. Très bien. C'est un projet qui va être bénéfique aussi bien pour notre équipe et votre équipe, et éventuellement aussi pour d'autres équipes. Ok, Yaïch. Okay. Et je l'ai dit à l'équipe que tu as la qualité et que je te reconnais, que je t'ai toujours reconnu, de travailler en multidisciplinarité. Et je te remercie pour ça. Merci. Oui, bien sûr, comme toi. Voilà. Alors, on peut commencer. Alors, qui va... Alors, donc, c'est docteur... C'est docteur Straoui, résidente en 3e année. Donc, pour le premier cas clinique, voilà. Donc, c'est une malade âgée de 29 ans, aux antécédents d'HTA chronique, de diabète, asthmatique. Elle a fait 4 grossesses, 2 avortements avec un seul enfant vivant bien portant. Gestante de 29 semaines et 1 jour. Le motif d'admission était une HTA mal contrôlée avec une cécité bilatérale.
Donc, l'histoire de la maladie remonte à 48 heures avant son admission, marquée par un pic d'ACA à 18-12 avec installation d'une cécité bilatérale, motivant sa consultation aux urgences obstétricales, d'où la sollicitation de notre équipe. Donc, à sa réception, la malade était consciente, en bon état général, avec un pic à 18-11 et une cécité bilatérale. Donc, voilà, si vous voulez qu'on discute, là, j'ai compris. Allô, Alouda? Allô? Oui, oui, Aïch. Donc, j'espère que vous Oui, avez oui. bien écouté la présentation du cas. Oui, c'est un cas d'une patiente, donc comme elle a dit, âgée de 29 ans, c'est le 4e geste, elle a 2 ABRT, un enfant vivant, et qui consulte, donc HTA chronique, qui consulte à 29 semaines d'aménorrhée, avec dans un tableau d'HTA, donc mal contrôlé, cité bilatérale, avec des tensions à 180-120 mm de mercure. Très bien. Voilà. Donc, alors, la malade, à vrai dire, elle a consulté. Donc, réellement, la patiente, elle a consulté en gynéco. Et comme elle présentait ceci, je donne la vraie vie, hein. Elle a consulté en gynéco. Donc, elle a vu notre assistante, elle a été adressée en ophtalmo pour un examen en ophtalmo. Donc l'ophtalmo, ils ont fait l'examen, donc ils n'ont rien trouvé et ils ont demandé à faire un angioscanner, un angio-IRM, pour voir une origine centrale de la cécité, mais pas en rapport avec la grossesse. Ça c'est la vraie vie. Ce que je sais de mes collègues, c'est que la malade, elle aurait erré entre les services de gynéco, d'ophtalmo et d'imagerie. Voilà. Et à l'époque, je pense, donc moi j'ai été contacté, donc je crois que c'était un jeudi après-midi, et ils avaient demandé à l'assistante de garde d'admettre la patiente. Je pense qu'elle fait, j'ai dit, je pense qu'elle fait un problème en rapport avec sa grossesse. Et bien sûr, elle a été admise. Elle a été admise et mise sous surveillance. Et c'est de cette façon qu'on a découvert qu'elle fait des pics hypertensifs. Les pics hypertensifs, ce n'était pas un motif de consultation. Donc le pic hypertensif a été découvert en service quand elle a été admise en réanimation. Donc ils ont fait une courbe de tension artérielle. On découvre par moment, elle faisait 18. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à explorer dans ce sens. Donc je continue, ou là tu as des commentaires à Louda? On n'entend pas, on n'entend pas. Oui, j'ai des commentaires à faire. C'est important ce que tu as dit. Tu m'entends pas? Oui, j'entends. C'est bon. C'est bon. Très bien. Le contexte que tu as fait est très important. Justement, ce genre de malade, il y a une erreur souvent parce que les gens ne connaissent pas la maladie. Donc, généralement, chez une femme enceinte qui est normale au préalable, tout trouble neurologique, il est en relation avec la grossesse. Donc, chez cette patiente hypertendue chronique qui fait une cécité brutale, elle n'a rien à faire en ophtalmo, cette patiente. D'accord? Elle n'a absolument rien à faire en ophtalmo. Il y a urgence à la prendre en charge et tout retard diagnostique et de prise en charge risque d'avoir des répercussions néfastes pour la patiente. Donc, quand on est habitué à la femme enceinte, on sait que chez les patientes hypertendues, d'accord, il y a le risque donc elle c'est une patiente hypertendue chronique, donc il y a un risque d'instabilité de l'hypertension, il y a un risque de prééclampsie surajouté et même de prééclampsie sévère. Elle est souvent réversible, mais pas toujours. C'est probablement en rapport avec un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible. C'est ce qu'on appelle le PRES. Voilà. Le PRES, c'est quoi? C'est l'expression radiologique pratiquement de l'éclampsie. D'accord? C'est une écologie de l'éclampsie. 120 mm de mercure de systolique, il y a une perte
de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. Vous vous rappelez de la courbe de l'autorégulation du débit sanguin cérébral, donc qui est déjà vers la gauche. C'est-à-dire qu'il y a une certaine perte d'autorégulation du débit sanguin cérébral sans qu'il y ait de l'hypertension, de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. D'accord? Ce qui est à l'origine de vasospasme cérébral. Ce vasospasme cérébral, il est à l'origine, bien sûr, de lésions, d'accord, et d'un œdème cérébral. C'est ce qu'on appelle à un stade de début un œdème vasogénique qui peut évoluer vers un œdème cytotoxique si la patiente n'est pas charge comme il se doit et très rapidement. Alors, donc, cette patiente qui a cette avec le presse, oui, il y a deux origines, il y a deux mécanismes qui sont plus ou moins intriqués. Il y a le vasospasme cérébral et il y a d'autre part la dysfonction endothéliale. La dysfonction endothéliale, ça c'est le primo movens, d'accord, de la endothéliale. Elle est due à quoi, en fait, cette dysfonction endothéliale? Elle est due à une mauvaise placentation. D'accord? C'est une mauvaise placentation, c'est un défaut d'invasion trophoblastique des artères spirales maternelles qui est à l'origine de l'ischémie placentaire. C'est cette ischémie placentaire qui est à l'origine de beaucoup de désordres. Cette ischémie placentaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entraîner une activation et une augmentation des d'accord? Vasoconstricteur thromboxane A2 et elle va entraîner une diminution de libération de substances vasodilatatrices telles que la prostacycline et le LO a été mis en évidence et qui a révolutionné la physiopathologie de la prééclampsie. C'est les travaux de Caramanchi qui ont été publiés en 2012 dans la revue de néphrologie. Caramanchi, qu'est-ce qu'il a? Il a montré que le placenta ischémié entraînait une libération de deux protéines anti-angiogéniques, d'accord, qui sont la FMS-like, la tyrosine kinase et la S-anglobine. Ces deux protéines le vasculaire endothélial growth factor et le PIGF, c'est le placental growth factor. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un déséquilibre, augmentation des protéines anti-angiogéniques par rapport aux protéines qui vont, d'accord? Si on trouve ce déséquilibre, on sait que cette femme va faire de la prééclampsie à la 20e semaine à peu près, d'accord? Donc, chez cette patiente, donc, on a cette dysfonction endothéliale, elle est d'abord placentaire, ensuite, elle va se généraliser, d'accord? Au niveau du foie, cette dysfonction endothéliale va donner le HELP syndrome. Au niveau du rein, elle va donner la insuffisance rénale de la prééclampsie. Et au niveau cérébral, elle va donner l'éclampsie et elle va donner le CRESS syndrome. D'accord? Donc ensuite, la régulation du débit sanguin cérébral, il est régi par un mécanisme myogénique qui est cette dysfonction endothéliale, c'est la fonction endothéliale, et par un mécanisme neurogénique
qui est bien sûr le système nerveux sympathique, d'accord, périvasculaire. Ce système nerveux sympathique périvasculaire, il a donc un effet protecteur. Il permet la régulation, donc il protège. Mais sauf que ce système nerveux sympathique, il prédomine dans les régions antérieures, ce qui fait que les lésions sont il est faible dans les régions, il est rare ce système nerveux sympathique. Dans les régions postérieures, c'est pour cela que quand vous faites des imageries, vous allez trouver des lésions beaucoup plus postérieures qu'antérieures. Et qui dit les lésions postérieures, il y a les voies optiques, d'accord, qui fait que l'indécilie pathognomonique du syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, c'est la cécité. C'est la cécité. Alors d'ailleurs, ce syndrome qu'on appelle réversible n'est pas si réversible que ça, parce qu'il a été montré que dans 23% des cas, les lésions sont définitives et elles sont irréversibles. Je ne sais pas si j'ai été un peu claire. J'ai fait un petit peu le... Très clair. très clair, alors. Très clair. Et voilà, on va continuer. Elle va nous donner, je pense, les images de l'IRM, non? Tu les as? J'ai les images, le compte rendu. Oui? On va l'afficher. Hein? Non? Donc, elle va continuer la discussion. Oui? Allez, alors. Donc, on a fait un bilan d'urgence systématiquement. Il était sans anomalie, donc il n'y avait pas de cytolyse, de thrombopénie, avec une bonne fonction rénale, un TP à 100%. Un avis d'ophtalmo donc, a été fait, objectivant un œdème palpébral stade 1 n'expliquant pas cette cécité. Donc, on a fait une IRM cérébrale, objectivant des anomalies de signal pariétal gauche évoquant une origine vasculaire, leucoencéphalopathie hypertensive. Donc, une discussion Alors, Alouda, donc les images d'IRM, ça coïncide avec la pathologie? Alors, les images d'IRM, en fait, le médecin radiologue, quand vous demandez une IRM, souvent, il faut l'orienter. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on est en train de chercher. D'accord? Donc, anomalie de signal pariétal gauche, qui a une origine vasculaire. On avait dit que oui, effectivement, les lésions, peut-être qu'il ne les a pas vues, elles siègent beaucoup plus en postérieur, mais on peut retrouver des lésions pariétales, temporales, etc. Les lésions siègent beaucoup plus en postérieur. La preuve que c'est votre patiente, elle a fait une cécité quand même qui est bilatérale. Mais après, moi, ce que je vous conseille, quand vous demandez l'IRM, il faut orienter un petit peu le radiologue et lui dire de vous faire la séquence de diffusion. D'accord? C'est vrai qu'on peut avoir les images en T2 et flair à partir de la 12e, 24e heure après l'apparition des signes cliniques. Mais l'avantage de la séquence de diffusion, c'est qu'on peut retrouver les lésions au bout de la 2e heure. Donc, vous voyez que c'est très précoce après le début de la symptomatologie clinique. Voilà. Donc, quand vous demandez l'IRM, dites au radiologue de vous faire la séquence de diffusion. Pourquoi la séquence de diffusion? En fait, la séquence de diffusion avec le coefficient apparent de diffusion, ce qu'on appelle ADC, apparent diffusion coefficient. Ce coefficient apparent de diffusion qui quantifie les mouvements browniens des molécules d'eau à travers les cellules cérébrales. Donc, quand on est au stade de début, il y a de l'œdème, oui, c'est un œdème vasogénique, mais l'œdème, il y a des molécules d'eau qui passent à travers les membranes cellulaires, donc le coefficient apparent de diffusion, il est augmenté. Mais à un stade beaucoup plus tardif, on aura de l'ischémie et une souffrance cellulaire. Ces mouvements browniens des molécules d'eau ne se font plus à travers les cellules et le coefficient apparent de diffusion va être diminué. Donc, ce coefficient apparent de diffusion qui est aux âges de 0,8 à peu près, d'accord? Entre 0,7 et 0,87 avec des extrêmes. Voilà, donc vous dites
quand même au radiologue de vous faire la séquence de diffusion qui vous permet de savoir est-ce que ces lésions sont réversibles ou, c'est-à-dire, est-ce qu'on est au stade d'œdème vasogénique ou on est au stade d'œdème cytotoxique avec des lésions ischémiques irréversibles. Voilà. Merci. On continue. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire ou s'il y a des questions, je peux répondre au fur et à mesure. Donc effectivement, parce que à la fin, on va vous présenter notre malade aussi qui a fait un autre problème mais différemment. Mais j'avais hier, c'est hier qu'on a. Donc hier, j'avais personnellement appelé le radiologue qui fait l'imagerie. Je lui ai demandé exactement de revoir les images et de chercher un problème précis que je ne vais pas le dire, ça on va le dire après. Et effectivement, et j'ai demandé au résident qui passait, donc il avait laissé la malade en imagerie, il est venu. Je lui ai dit non, tu descends avec la malade et tu discutes avec le radiologue. Tu discutes, voilà ce qu'on cherche. Parce que c'est très vaste ce qu'on cherche. Quel est votre souci? Pour le voilà, on a un malade qui présente telle cécité ou quoi. Donc, ouais, il va se focaliser sur les signes cliniques auxquels il va rechercher dans l'imagerie. Il va nous aider, sinon il va faire une analyse vague et on aura imagerie sans anomalie. C'est ça le message à Louda. Oui, tout à fait. Il faut orienter le médecin radiologue sur ce que vous cherchez. Donc, il y a des séquences de Effler, j'ai dit qu'on pourrait avoir des images au bout de la 12e heure ou 24e heure, mais la séquence de diffusion, elle est très très importante et peut vous orienter vers le stade de l'œdème. Et les médecins radiologues ne peuvent pas connaître toutes les pathologies. Voilà, on est obligé d'aller leur dire, voilà ce qu'on cherche, il faut aller à tel endroit et essayer de trouver, voilà. Oui, on a une question qui est en radiologie. C'est Dr Amari, assistante en réanimation en radiologie. Donc, je demande la question qui se pose. On demande la séquence de diffusion une fois avoir vu des hypersignaux l'IRM, ou là, on la demande comme ça malgré qu'ils disent qu'il n'y a pas d'image d'hypersignal. Je vais vous dire, je l'ai dit, la séquence de diffusion à l'IRM, c'est une des séquences. Je vous ai dit qu'au stade de début, à la séquence T1, T2 et pleine, on dit de ne rien voir. Au stade de début, donc le radiologue, vous allez redemander une IRM 24 heures après. Mais la séquence de l'IRM, cette séquence de diffusion, c'est une des séquences de l'IRM. Il vaut mieux la demander, oui, parce qu'à un stade de début, les T2 et flair ne montreront rien. Mais par contre, cette séquence de diffusion va vous mettre en évidence l'œdème vasogénique ou cytotoxique. Donc, 2 heures avant le début de la symptomatologie clinique, 2 heures après, vous pouvez avoir déjà vos images radiologiques avec la séquence de diffusion. D'accord. On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Il y avait un cas qu'on a discuté hier, on a demandé IRM, il n'y avait rien. Le radiologue ne voyait rien. Vous allez le voir après comme cas. Donc on doit vérifier est-ce qu'il a fait la séquence de diffusion ou pas. Donc sinon on va la redemander. Vous demandez, quand vous faites votre courrier pour le radiologue, essayez de la demander. Demandez la séquence de préférence, essayez d'avoir le réflexe de la demander. Voilà. Après, images aussi, si vous faites, il y a des images qui vont vous montrer le vasospasme cérébral. Oui, j'ai oublié d'en parler. Ce vasospasme cérébral, il va vous montrer des artères cérébrales. Je ne parle pas de la séquence de diffusion, je parle de la séquence en joue. Les artères cérébrales qui sont, qu'on appelle des artères sous forme de paire de collier ou de chapelet. Donc, vous voyez des artères, des retrécissements comme un chapelet, voilà. Et c'est ça le vasospasme, c'est des régions où il y a le spasme cérébral. Voilà. Donc, devant les... Pardon, je lui demande parce que hier on a fait une pause d'injection. Est-ce que la séquence de diffusion, ça nécessite l'injection de produit de contraste ou pas?
est-ce que la séquence de diffusion nécessite l'injection de produits de contraste ou pas? Oui. Généralement, elle nécessite, oui, l'injection de produits Donc, de ils ne peuvent contraste. pas boire sans injection. Généralement, ça nécessite l'injection, mais est-ce qu'ils peuvent voir sans injection de produits de contraste? Il arrive qu'ils puissent voir, hein, il arrive qu'ils puissent voir quand les lésions sont importantes. Installé, c'est-à-dire quand il y a l'hypercinia, c'est-à-dire une fois installé, c'est bon, c'est-à-dire on a dépassé le stade de l'œdème. Œdème vasogénique. Vasogénique, c'est-à-dire là, c'est des lésions ischémiques. Quand il y a C'est des l'hypercinia, lésions parce qu'on a fait sans produit. ischémiques aussi. Vous pouvez demander. Dans l'AVC ischémique, vous pouvez demander la séquence de diffusion, on l'a fait sans produit. Et c'est cette séquence de diffusion qui va vous permettre de thromboliser à temps, hein. Qu'on soit clair, l'image de diffusion, Par exemple, hein. l'image de diffusion, elle est objective avec Vous allez injection, voir avec injection ou sans. précocement les lésions ischémiques. La question qui se pose Vous maintenant, puisqu'on ne m'entendez? fait pas les... Entendez? Vous m'écoutez? Ouais. Puisqu'on ne peut pas faire IRM avec produit d'injection, est-ce que sans injection, on peut demander cette séquence, est-ce applicable ou non? Donc retenez. Donc, on peut, quand la femme elle est encore enceinte, vous le savez très bien, quand on n'a pas extrait le bébé, souvent ils refusent d'injecter et on arrive à les voir sans injection de produits de contraste. Voilà. Écoutez-moi, cette séquence de diffusion, ce n'est pas la diffusion d'un produit de contraste, non. Je vous ai dit, c'est les mouvements des molécules d'eau. Elle n'est pas due à une diffusion d'un produit de contraste, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas en rapport avec une diffusion d'un produit de contraste. Je vous ai dit que cette séquence, elle va quantifier les mouvements des molécules d'eau cérébrale, d'accord, à travers les cellules cérébrales. Ce n'est pas la diffusion d'un produit de contraste, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Yaïs, vous m'entendez? Je pense qu'il y a un amalgame. Vous Docteur, vous m'entendez? Oui, ça n'a rien à voir. Ok, alors Vous m'entendez? très bien, 5 sur 5. Yaïs, il y a un amalgame. Ce n'est pas la diffusion d'un produit de contraste, ça n'a rien à voir. J'ai dit la séquence de diffusion, elle quantifie les mouvements browniens des molécules d'eau. Ça n'a rien à voir avec la diffusion d'un produit de contraste. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est la diffusion des molécules d'eau, c'est les mouvements des browniens des molécules d'eau à travers les membranes cellulaires, à travers les cellules cérébrales. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça n'a rien à voir avec la diffusion d'un produit de contraste. Non. Elle quantifie les mouvements browniens des molécules d'eau, pas de produits de contraste. Ok. On n'est pas obligé d'injecter un produit de contraste pour quantifier les mouvements d'eau à travers les cellules cérébrales. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça n'a rien à voir avec la diffusion d'un produit de contraste. Non, ce n'est pas la diffusion. Quand on fait l'angio dans la thrombose veineuse cérébrale et tout, on va voir la diffusion du produit de contraste. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Alouda, oui.
c'est la diffusion des molécules d'eau. Voilà, c'est la diffusion des molécules d'eau. Est-ce qu'elles bougent, ces molécules d'eau, ou elles ne bougent pas? Voilà. Ok. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, une discussion pluridisciplinaire entre gynécologues, réanimateurs et néonates a été faite, aboutissant à la décision de l'extraction fœtale après corticothérapie de 24 heures. Sachant que durant ces 24 heures, la malade a repris progressivement la vision. Donc, avant l'extraction, oui. Donc, d'abord, c'était un flou visuel, puis une vision correcte. Pardon. Alors, discussion pluridisciplinaire, et elle n'a pas rajouté avis de l'expert parce que elle ne le sait pas. Donc, Dérissa vous a appelé pour cette malade, à Loudun. Donc, elle n'a pas rajouté avis d'expert dans la matière. On s'excuse de cet oubli qu'elle a fait. Alors, elle oublie de taille. Hein. Et voilà, ma question, elle est là, Loula. On commence dans le domaine de précision. Reprise progressive et complète de la vision 24 heures avant l'extraction. Alors, s'agit-il, est-ce qu'on pouvait demander l'extraction ou bien continuer la grossesse? Pourquoi? La question, elle est là. Parce que la patiente, quand on a discuté avec elle, quand les réanimateurs qui étaient en charge de la patiente, il leur a dit, voilà, on va vous faire l'extraction en urgence, la malade, elle a refusé. Donc, il fallait faire une psychothérapie, qu'elle accepte, c'est ça? Vous confirmez les dents, qu'elle accepte de se faire césariser et extraction en urgence. Alors, Alouda, ma question, je reviens. Reprise complète de la vision. Je sais qu'on n'aura pas de réponse, hein, mais j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça. La malade, elle a repris la vision. Est-ce qu'on avait le droit de faire une césarienne en urgence ou non? Voilà. La question est à toi. Donc, chez cette malade, on avait dit tout à l'heure que le presse, c'était l'expression radiologique en quelque sorte d'une crise d'éclampsie, en quelque sorte, voilà. Et le vasospasme et le veine cérébrale, ils sont là. Là, elle a repris progressivement, mais si on n'extrait pas, les lésions risquent de s'aggraver et elles peuvent être irréversibles par la suite. D'accord? On a eu dans notre série Yaïch, si tu te rappelles bien, une patiente qui n'a pas une patiente qui n'a jamais récupéré la vue. D'accord? Donc, il n'y a pas d'urgence immédiate à extraire. Vous avez bien fait d'avoir fait la maturation pulmonaire fœtale, tout en stabilisant bien sûr la tension artérielle, parce que le traitement, en fait, c'est la stabilité hémodynamique. Mais on ne pouvait pas se permettre c'est le même principe. C'est exactement le même principe. On stabilise la patiente, même si elle a repris, elle a repris la vie. Elle risque de refaire une autre cécité ou bien d'autres problèmes liés à la prééclampsie et qui va être irréversible. Oui. Donc on a la conscience tranquille. Ah oui. Il y a des recommandations maintenant. Extraction immédiate, c'est-à-dire que je n'attends même pas la maturation pulmonaire fœtale et il y a des indications d'extraction qu'on peut différer le temps de voir la maturation pulmonaire fœtale. Voilà. Chez cette malade, vous avez pris la bonne décision d'extraire. C'est ce qu'il fallait faire exactement. Voilà. Pourquoi j'en arrive presque à la fin? Parce que il y a eu une mauvaise évolution pour le fœtus, non, pour le bébé. Donc il est décédé à 24-48 heures. Hein?
Voilà, mais Yaïch, on a vécu ça à plusieurs reprises. Le pronostic maternel passe toujours avec le pronostic fœtal. Et toutes les fois où on est sorti des recommandations, on risque de voir la maman perdre la maman et l'enfant, les deux, en même temps. Donc, on doit appliquer les recommandations si elles sont faites. C'est parce qu'il y a eu des études qui ont montré que l'intérêt de la maman passe avant. C'est bon. Ok, Alola. Pour la maman. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou non? Est-ce que Alouda, votre équipe a des questions à nous poser ou non pour cette malade? Concernant la décision ministérielle, pourquoi l'arracher n'est pas arracher la alors, il y a le docteur Timizar qui pose la question. Pourquoi on a opté pour une rachidesthésie et pas pour une périrachie combinée ou une anesthésie générale? Péri-anesthésie. Tu demandes péri-anesthésie au lieu de l'arachie. Péri-anesthésie au lieu de l'arachie. J'aurais aimé que tu me dises périrachie combinée à la limite. À la limite, j'aurais aimé que tu me dises périrachie combinée, mais pas péri toute seule. Voilà. Alors, là, on a l'anesthésie, Alors, la malade, ce qu'on n'a pas dit, ce que la malade, elle est restée en réanimation. À vrai dire, le profil hémodynamique était satisfaisant pendant stable pendant quelques jours. Donc, elle n'a pas refait de pic, elle a été bien stabilisée sur l'oxène. Et là, donc, les gens qui étaient de garde, on a donné le choix entre AG, ne pas oublier l'AG, et la rachie, elle était stable, elle n'a pas posé de problème. Donc c'est des habitudes du service quand on fait des rachis pour elle. Et voilà, Denis, oui. Attends, on va discuter la rachis. Yaïch. Vous avez fait sous rachis-anesthésie. Effectivement, une fois qu'on a stabilisé la patiente, elle est bien stable, elle ne convulse pas, il n'y a pas des troubles de l'hémostase, il n'y a aucune contre-indication à faire une rachis. Hein. Voilà, vous avez bien fait d'avoir fait la rachis, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Vous savez très bien que femme chez la femme enceinte, toutes les fois où on peut éviter une anesthésie générale, on va éviter l'anesthésie générale. Donc, on est toujours là en train de négocier à faire une loco-régionale afin de pouvoir éviter l'intubation, d'autant plus qu'il y a un œdème important probablement chez cette patiente, il va y avoir des critères d'intubation qui sont difficiles. Vous savez que dans la prééclampsie, par exemple, le malampathie, je vois le malampathie, maintenant elle est malampathie 2, une demi-heure après elle est malampathie 4. Hein. D'accord, il y a un œdème important qui va changer complètement les critères d'intubation. Donc, je ne vois aucune raison à ce qu'on ne fasse pas une rachis chez cette malade à partir du moment où elle est restée stable, vous avez stabilisé la tension, il n'y avait pas de signe neurologique, il n'y a pas de signe de prodrome d'une crise d'éclampsie, il n'y a pas de trouble de la coagulation, il n'y a aucune contre-indication à ce qu'on fasse une rachis-anesthésie. Voilà. J'ai répondu à Timita. Oui, il y a encore, Madame Alouda, il y a aussi l'anesthésie générale, il y a toutes les drogues qui vont passer à travers le placenta. Et là, on est en train d'essayer d'éviter toute contrainte pour le nouveau-né. Il y a aussi la stabilité hémodynamique qui peut être compromise à la laryngoscopie où il y a une pique hypertensive et on va aggraver encore les lésions neurologiques existants déjà. Et voilà, on a demandé déjà un avis, si vous vous rappelez, Madame Alouda. Donc, on vous a demandé votre avis par rapport à ça.
Donc il y a beaucoup d'arguments en faveur, beaucoup plus en faveur d'une rachianesthésie. Il y a aussi l'anesthésie post-opératoire. Donc il y avait beaucoup d'arguments suffisants pour aller vers la rachianesthésie, la rachianesthésie que pour autres techniques anesthésiques. Effectivement, Driss, effectivement, l'intubation, en plus, c'est une HTA, c'est une prééclampsie. Il faut couvrir l'intubation, donc il faut donner des morphiniques. C'est le Rapifem qui est indiqué à la dose de 10 gamma kilo minute, de 10 gamma kilo. Et pour couvrir le pic hypertensif de l'intubation, vous savez très bien que l'intubation, elle est plus douloureuse encore que l'incision chirurgicale. Donc, c'est à ce moment-là que les patients font leurs AVC, c'est au moment de l'intubation. C'est pour cela que j'ai dit, toutes les fois où on peut négocier une locorégionale, on préfère faire chez la femme enceinte une locorégionale. Et chez cette patiente que vous avez stabilisée, d'accord, c'est ce qui, j'aurais fait, voilà, la rachianesthésie, c'est ce qui était indiqué chez elle. Maintenant, pourquoi Dr Timizar a posé la question? On lui a répondu pour l'anesthésie générale, pour la péri-anesthésie. Ça revient au même. Pour atteindre un niveau d'anesthésie suffisant, on est obligé de donner des volumes importants en péridurale. Et ces volumes importants vont avoir les mêmes répercussions hémodynamiques qu'une rachie. Voilà. Donc, la rachie en plus, elle est de meilleure qualité. Voilà, c'est pour ça qu'on opte plus pour la rachie que pour la péri. Ok, donc je pense qu'on a fait le... Ah, oui, il y a des questions. Maintenant, les questions reviennent. Hein. Un commentaire. Donc, un commentaire de notre assistante de Maouche qui est en gynéco-obstétrique. Voilà. Alors, ça c'était à propos de la malade là. Le PRES syndrome est survenu pendant la grossesse. Mais nous, dans notre service, on a vu des cécités dans les 24 heures, dans les 48 heures après l'évacuation utérine, après la césarienne. Donc, en faisant une IRM, bien sûr, on a retrouvé des odèmes cérébrales. Bon, les radiologues nous répondaient que c'était un odème cérébral. Bon, on suppose que ça rentrait dans le cadre du PRES syndrome. Alors, pour la conduite à tenir, ma question est, pour la conduite à tenir de cette, vis-à-vis du PRES syndrome en dans le post-op ou bien le post-partum. Bon, je rajouterai quelque chose. Dans notre service, c'est avec les ophtalmos, on les traitait, bien sûr, équilibre de la tension, magnésium contre le vasospasme et la corticothérapie à forte dose en flash. Et des malades qui répondaient très très bien. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis concernant, votre expérience concernant cette conduite à tenir. On a eu beaucoup quand même des cas dans le postpartum. Peut-être une dizaine comme ça durant les 20 années d'expérience que j'ai en maternité. Je pourrais... Merci, Adrien. Merci. Je trouve que c'est une question qui est pertinente. Effectivement, ça peut survenir en postpartum. C'est comme l'éclampsie. Je vous ai dit que le PRES, c'est l'expression radiologique du PRES syndrome. On a des éclampsies qui peuvent survenir durant toute la période du péripartum, donc jusqu'à 42 jours du postpartum. Donc, et la plupart il y a eu des éclampsies qui ont été décrites à 20 jours dans le postpartum. Donc, le PRES répond à la même définition que l'éclampsie. D'accord? Donc, effectivement, elle peut survenir dans le postpartum. Maintenant, quant à la corticothérapie, est-ce que vous trouvez que la corticothérapie trouve son indication dans l'éclampsie? Dans l'éclampsie, non. Mais avec les ophtalmos, dans l'éclampsie, non. Sauf pour la maturité pulmonaire avant, pour le bébé avant. Mais c'était une décision avec les ophtalmos. Donc, à l'ODA, donc c'est des ophtalmos, donc on va demander la question aux ophtalmos, j'aurais dû appeler les ophtalmos.
c'est eux qui ont dit, voilà, cécité, il faut donner un flash. C'est avant qu'on discute. Donc, je pense que c'est les ophtalmos. Est-ce que les ophtalmos connaissent la pathologie? Je dois faire ma recherche sur le terrain, parce que ce mois-là, on a 2 ou 3 malades qui ont atterri bon, on va voir. Il faut qu'on avance parce qu'il y a d'autres malades qui aussi dans le même cadre, qui sont passés en ophtalmo, ensuite ils sont repassés en gynéco. Donc on a une malade qui a le même problème. Donc là, il faut qu'on va associer l'ophtalmo. Je vais demander, est-ce que les ophtalmos connaissent la pathologie ou bien c'est l'apanage des gynéco-obstétriques et les réanimateurs? Hein. Voilà. Alors, Oui. la corticothérapie ne trouve pas son indication dans ces troubles neurologiques liés à la prééclampsie. Aucune indication. Corticothérapie, en dehors de la maturation pulmonaire fœtale, et il n'y a aucune indication à la corticothérapie. Très bien. Aucune. Ok. Il faut traiter le vasospasme cérébral, il faut agir sur la régulation du débit sanguin cérébral, donc équilibrer la tension et bien sûr agir sur le vasospasme cérébral. Vous savez très bien que la meilleure molécule qui agit sur le vasospasme cérébral, c'est le sulfate de magnésium. Voilà. Alors, on va laisser la thérapeutique à la fin parce que j'ai une idée qu'on va le dire à la fin sur ce traitement. On va développer. On va voir. Alors, on passe à le deuxième cas clinique. Voilà. Donc, oui, tu passes. Donc, c'est une malade âgée de 26 ans, sans antécédents pathologiques, 5 grossesses, avec 3 avortements et un enfant vivant. Donc, gestante à 33 semaines d'aménorrhée et 5 jours. Le motif d'admission, c'était une pression artérielle mal contrôlée avec une cécité bilatérale et notion de convulsion tonico-clonique généralisée. Donc, concernant l'histoire de la maladie, elle remonte à 4 jours avant son admission, marquée par des épigastralgies irradiant vers l'hypocondre gauche, traitées en ambulatoire par des antispasmodiques. Devant l'exacerbation de la douleur, la malade reconsulte, toujours en ambulatoire, où une prise de la pression artérielle a été effectuée, donc une pression à 140-90 mm de mercure, mise sous aldomètre, présence de protéines à la chimie des urines. Quelques heures après, la malade présente des hémiparésies droites, une cécité bilatérale avec bien sûr une notion de convulsion tonico-clonique généralisée à domicile et notion d'un pic d'HTA à 220 mm de mercure. Donc, devant ces signes, la malade consulte aux urgences obstétricales. À sa réception, l'état général était moyen avec un pic à 170-140 mm de mercure. L'hémiparésie droite et la cécité bilatérale ont été objectivées par les gynécologues. Félicitations de notre équipe. Donc, à notre arrivée, la malade fait des convulsions tonico-cloniques généralisées. Voilà. Je continue. Entreprise, on a géré la crise, donc mise en place d'une canule avec un abord veineux, bolus de 5 mg de midazolam, magnésium en IVL, puis malade entreprise au bloc opératoire en urgence sous anesthésie générale. Donc, l'extraction a été faite d'un nouveau-né de sexe masculin avec mise en évidence d'un HRP de 50 grammes. Malade extubée sur table, donc elle a repris elle a repris la vision pendant le réveil. Donc, oui, ça c'est voilà, donc le bilan biologique était
est correct en dehors d'une exercitolyse hépatique. Azad à 2,4 et Alat à 1,6. Le bilan de contrôle était correct. Au niveau de la réanimation, donc 1 heure après l'extraction, la malade a repris complètement la vision, donc vision normale. Le lendemain, on a fait une IRM cérébrale, objectivant des anomalies de signal de la substance blanche sous-corticale, pariéto-occipitale postérieure réversible. Donc c'est notre... Pardon? Oui, on a fait une étude de 900 anomalies. Alors, Alouda, commentaire, donc je pense à toi. Voilà. Je fais le premier commentaire au fait. Je pense qu'on a du travail, on a du pain sur la planche. On devrait former les médecins généralistes qui travaillent au niveau des urgences, des pays. Voilà. Parce que ces pathologies obstétricales, quand la patiente vient en obstétrique, les gynécologues connaissent bien ça, les réanimateurs connaissent. Mais les médecins généralistes qui travaillent dans les structures d'urgence, ils ne connaissent pas la pathologie obstétricale. Une femme enceinte qui se présente avec des douleurs épigastriques, c'est une prééclampsie jusqu'à preuve du contraire. C'est le signe de Chaussier, donc, d'accord, c'est la douleur épigastrique en bas. C'est des malades qu'il faut, c'est de la prééclampsie. D'accord? Elle a consulté aux urgences, ils ont mis un traitement symptomatique, des épigastralgies, ils ont dû mettre un pansement gastrique ou du Mopral, ils l'ont renvoyé chez elle. Et c'est là où elle a fait les complications de la prééclampsie, elle a convulsé par la suite, elle a fait son HRP par la suite. On aurait pu lui éviter ces complications si elle avait été prise en charge comme il se doit quand elle a consulté pour les douleurs épigastriques. Donc, des douleurs épigastriques chez une femme enceinte, c'est de la prééclampsie, d'accord, formelle. C'est-à-dire qu'il faut prendre la tension, il faut faire la protéine. Voilà. Si elle avait été prise en charge à ce moment-là, elle n'aurait pas fait son HRP, elle n'aurait pas fait ses convulsions. Elle n'aurait pas fait les complications de la prééclampsie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà. Et aux urgences, les médecins généralistes, souvent, ils font cette erreur. Un généraliste aux urgences, ils mettent un pansement gastrique, ils la renvoient chez elle, elle revient avec un HRP, un hématome sous-capsulaire du foie et des crises d'éclampsie. Vous voyez? Donc, je pense qu'on doit informer ces médecins généralistes qui réceptionnent ces patients-là. Donc, il faut faire passer le message aux externes, aux internes. Douleur épigastrique chez la femme enceinte, c'est de la prééclampsie. Le premier message fort à faire passer. Il y a un deuxième message, quand elle reçoit sa dose de charge de sulfate de magnésium, c'est ce que vous avez fait, c'est très bien. Donc, vous avez mis une dose de magnésium en dose de charge. Faites attention de ne pas oublier la dose d'entretien. D'accord? L'idéal chez cette patiente, je dis bien l'idéal, quand elle s'est présentée la première fois, voilà, il aurait fallu la prendre en charge, rechercher les signes neurosensoriels des prodromes de la crise d'éclampsie. Donc, pour donner le traitement préventif. Donc, dès qu'il y a les signes neurosensoriels, à type de bourdonnement d'oreille, d'acouphènes, de réflexes ostéotendineux vifs, d'accord, de céphalée, on donne le sulfate de magnésium en préventif. Donc, il a 3 indications. Dans la prévention de la crise d'éclampsie, dans le traitement de la crise d'éclampsie, et on prévient la récidive de la crise d'éclampsie. Voilà. Donc, chez cette patiente-là, s'ils avaient recherché les signes neurosensoriels, ils auraient mis le sulfate de magnésium au préalable, elle n'aurait pas convulsé. Une fois qu'elle a convulsé, on traite la crise d'éclampsie et on met en route, bien sûr, le traitement d'entretien à la seringue électrique. Et il ne faut pas oublier de remettre en post-opératoire, en post-césarienne, bien sûr, le sulfate de magnésium pour prévenir la récidive de la crise d'éclampsie. Donc, le protocole, c'est toujours 4 grammes en IV et 1 gramme heure jusqu'à 24-48 heures. Tu confirmes ou là tu ajustes? Bon. Oui, je confirme, Yael.
Je confirme. Après, il y a des recommandations faites par les médecins experts mortalité maternelle. Hein, Yaïch, tu es au courant, dont je fais partie avec Ben Mouroub et le professeur Toudi. On a fait des recommandations, donc c'est des recommandations algériennes, hein, donc qui sont calquées des recommandations internationales que vous pouvez trouver dans le site de l'INSP. Vous rentrez sur l'INSP, vous allez dans la rubrique publications récentes, vous allez trouver les recommandations qui peuvent être utilisées même dans le fin fond du désert sans avoir de seringue électrique. Donc, on a essayé vraiment de simplifier les recommandations qu'on peut utiliser dans les grands CHU et on les a simplifiées pour ceux qui n'ont pas, par exemple, les seringues électriques. Institut national de santé publique, dans la rubrique publication récente, vous allez trouver aussi les recommandations algériennes dans la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance aussi. Elles sont sur le site. Ok. Voilà. Donc, on passe, je pense, au troisième cas. Hein? Donc, Alouda, on passe au troisième cas parce que on avance dans le temps. Ok. Elle a bien défini. Bien. Abu Ghraib 2. Ils sont c'est la maman qui nous dit. La clinique. Allô? Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Oui, oui, on vous entend très bien. Très bien, je suis résidente en réanimation, deuxième année, c'est Dr Benakmo. Bonjour. Alors, c'est la malade, donc c'est âgée de 26 ans. Oui. Donc c'est Madame Farah Sara, âgée de 30 ans, c'est une G1T0. Menant une grossesse de 30 semaines, admise au service de réanimation pour prise en charge d'une HTA mal contrôlée avec des crises convulsives. Donc les antécédents de la malade, épilepsie depuis 12 ans, suivie en neurologie, donc sous Tegretol, modifié durant son hospitalisation et mis sous lévétiracétam et amitrale. Diabète type 2 depuis 2 ans sous glucophage et HTA gravidique sous aldomètre et loxène. Donc, à son arrivée, un bilan biologique a été fait, donc revenant sans anomalie avec une éventuelle protéinurie de 24 heures négative. Durant son hospitalisation en réanimation, la patiente a présenté plusieurs crises convulsives, donc une thérapeutique a été administrée à base d'hypnovel à la SAP, Rivotril et Gardénal. Malgré cette triple thérapie, donc la patiente a continué à convulser. Donc la problématique, s'agit-il d'un état de mal épileptique, un écart thérapeutique, une prééclampsie sévère, éclampsie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une extraction fœtale en urgence ou non? Non. Alors, Alouda, là, on peut une petite discussion sur ça. Donc, on résume, c'est une femme connue comme épileptique sous traitement, 30 semaines d'aménorrhée et elle convulse. Elle vient
une crise d'épilepsie superintrante auquel elle a reçu du Gardénal, du Rivotril et de l'Hypnobel et elle continue de convulser. Alors, la question, je pense, elle est posée. Que faut-il faire? Faut-il faire une extraction? Faut-il augmenter les doses? Rajouter un autre antiépileptique? Que penses-tu, Alouda? À toi la parole. Alors, c'est une épileptique connue, on avait dit depuis 12 ans. Après, elle a reçu 3 anticonvulsivants et elle continue à convulser. C'est ça. Elle a reçu 3 anticonvulsivants. Ce que j'ai retenu, c'est une HTA gravidique, donc c'est une HTA qui est apparue au-delà de la 20e semaine, mais qui est équilibrée. Donc, protéinurie négative, donc ce n'est pas une préclampsie. D'accord? Donc, HTA équilibré, HTA gravidique équilibré, ce n'est pas une préclampsie à partir du moment où la protéinurie est négative. Donc, elle fait un état de mal, c'est un état de mal épileptique. D'accord? C'est un état de mal épileptique. Elle a reçu quand même 3 anticonvulsivants. Ce qui est dangereux, ce qui était un petit peu dangereux parce que vous savez très bien que la femme enceinte, c'est un estomac plein, d'accord? On la considère comme estomac plein à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, même si elle est à jeûne, même si elle a 24 heures de jeûne, c'est un estomac plein. D'accord? Donc, aller à des doses plus importantes, généralement, on préfère associer plutôt que d'aller des doses importantes. Et c'est ce que vous avez fait, hein? Vous êtes arrivé à 3 anti-épileptiques. Et effectivement, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu un écart thérapeutique ou il y a une épine irritative, d'accord, qui est à l'origine de cet état de mal, Voilà. Mais après, l'indication d'extraction, elle est là, oui. De toutes les façons, toutes les fois où elle convulsera, il y aura de l'hypoxie, d'accord, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc, le bébé risque de mourir, d'accord, le fœtus risque de mourir à chaque convulsion. Il y a le risque d'inhalation qui est là. Vous risquez d'avoir un SDRA, une pneumopathie d'inhalation. Donc, sédater plus que ça, c'est passé au Pento. On n'a plus de Pento. Il faut intuber la patiente et la ventiler. Je pense qu'à 30 semaines, avec cet état de mal convulsif, il faut extraire. Moi, j'aurais extrait. Voilà. Donc, la suite, effectivement, vous avez extrait le bébé vivant? Oui. Donc, elle était extraction en urgence. Et tu continues voilà. Tu continues. Alors. Se pose toujours, je ne sais pas si vous m'entendez, toutes les fois on est face à ces situations, c'est un vrai dilemme. C'est vraiment un dilemme. Quand vous avez ce genre de patient à la garde, c'est très difficile de prendre la décision d'aller extraire. C'est pour cela qu'il faut toujours peser le pour et le contre. C'est des décisions qui sont très difficiles à prendre. Donc, selon vos conditions de travail, selon vos moyens, ok? Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je gagne en gardant le bébé? Voilà. Et qu'est-ce que je gagne en sacrifiant le bébé? Voilà. Après, à 30 semaines, c'est un bébé quand même qui est viable. D'accord? Surtout si on a une équipe multidisciplinaire, on avertit le pédiatre,
qui est là, qui va réceptionner le bébé et le prendre en charge. Je pense que il faut toujours avoir dans l'arrière-idée que quand même le pronostic maternel prime toujours par rapport au pronostic fœtal. Voilà. Mais à 30 semaines, le bébé est viable. Peut-être que la décision est plus facile à prendre que si elle était à 27 ou 28 semaines. Ok. Voilà. Donc la patiente était césarisée. Et donc, pourquoi j'ai demandé à présenter cette patiente, c'est qu'elle n'a plus convulsé après. Ça, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Elle est épileptique connue, elle convulse à 30 semaines et on fait l'extraction, elle ne convulse plus. S'agit-il peut-être la prééclampsie déclenche le seuil convulsif, c'est-à-dire le seuil il devient plus bas, le seuil convulsivant. Et là, donc, elle a été césarisée, elle n'a plus convulsé. Donc, je reviens aussi pour l'avancer, c'est que le bébé, bien sûr, les gens de garde ont averti le pédiatre, effectivement, et comme je pense, il y avait deux urgences néonatales en même temps, et comme ils avaient un seul respirateur, alors la question qui a été posée, donc on va y aller vers la néonate, c'est que quand j'ai revu le pédiatre 2 jours après, il m'a dit, écoute, de 1h du matin jusqu'à 6h du matin, je suis resté à côté du bébé en train de lui donner des insufflations. Parce qu'il faisait des apnées toute la nuit. Bien sûr, si la maman a reçu Rivotril, et Hypnovel et Gardenal, Oui. donc lui, il avait préparé un respirateur, mais il a été pris pour autre. Voilà l'évolution de ça. Et l'enfant va bien, donc, et la maman va bien. Eh bien, vous avez pris les bonnes décisions. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Aïch. Effectivement, chez cette maladie, il n'y avait pas de la prééclampsie, mais on avait dit tout à l'heure chez la femme enceinte, même si elle n'a pas d'HTA, il y avait une petite perte de l'autorégulation du débit sanguin cérébral. J'ai parlé de la déviation de la courbe vers la gauche. Donc, il y a quand même de l'œdème cérébral, un petit œdème cérébral chez la femme enceinte sans qu'il y ait de l'hypertension artérielle cérébrale. C'est pour cela que tout ce qui est caché dans le cerveau de la femme avant la grossesse, il est mis en évidence pendant la grossesse. D'accord? Ok. Voilà. Alors là, peut-être que je peux rajouter peut-être, je sais pas, donc quelque chose qu'on doit vérifier ensemble, c'est que les gens qui sont partis à l'ASPAR cette fois-ci, moi je suis pas parti, et donc j'étais frappé par une plaque que j'ai trouvée sur mon site Facebook, c'est que celui qui a présenté la prééclampsie, donc il a résumé toutes les complications, ensuite il avait mis HTA, plus ou moins protéinurie. C'est-à-dire en 2019, la protéinurie, peut-être les gens sont en train de refaire marche arrière. Faut-il avoir protéinurie ou non? Voilà, allez, j'ai trouvé ça sur le site de l'ASPA, les gens qui ont assisté. Je ne sais pas si tu as une idée sur ça, mais je pense, parce qu'il y a d'autres malades qu'on avait vus qui n'avaient pas de protéinurie et ils sont étiquetés comme prééclampsie sévère. On a eu dans notre service à l'autre. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un commentaire ou là on passe au cas clinique, le 4e? Alouda? Allez. Yaïch, je pense qu'on est toujours sur les mêmes définitions du collège CNGOF, Collège national des gynécologues obstétriciens français, en association avec la Société française d'anesthésie réanimation, l'ASPAR. Donc, c'est toujours les mêmes recommandations par rapport aux définitions HTA gravidique, prééclampsie sévère. Pour le moment, il n'y a pas d'autres recommandations, mis à part celle-là. Bon, peut-être que on verra ce qui va arriver. Ouais, bien sûr, on verra. Je pense qu'on verra de près. Okay. Donc, on va passer à... Donc, si vous avez des questions, en attendant de régler un problème technique, si les gens ont des questions ou un commentaire ou là. Alouda, donc on va se déconnecter pendant 2-3 minutes et on se reconnecte. Ok? Très bien. Ok. Très bien. Pause café. Pause café. Ah non, moi, je